Alain Supiot, Antoine Jameau, quelles sont vos représentations du droit du travail? Je voudrais évoquer donc la représentation qui a été élaborée dans le cadre de cette petite aventure que nous avons évoquée tout à l'heure, l'aventure de critique du droit. À l'époque, et sans doute aujourd'hui encore, me semble-t-il, prévaut une représentation du droit du travail, peut-être, pourrait-on dire, une idéologie du droit du travail, qui en fait une sorte de corps étranger dans le système de droit, un droit qui aurait pour caractère fondamental d'être de protection pour les travailleurs salariés. Un droit qui serait, pour employer une expression qu'on a utilisée à l'époque, tout bon pour les travailleurs, et qui ferait contraste avec le reste du système. Selon une formule de juristes qui étaient à l'époque des militants du Parti communiste français, c'était une sorte de contre-droit au sein du droit bourgeois. C'est cette représentation du droit du travail que je me suis autorisé, tout jeune spécialiste ou en cours de spécialisation, à mettre en question par un examen inspiré par le travail pionnier de Gérard Léoncan de 1951. Moi, je me suis attaché, en juriste, à travailler sur les dispositifs juridiques. Et la conclusion que j'ai essayé d'étayer, qui se prétendait à l'époque, parce que c'était l'ère des jeunes de notre temps, qui se prétendait être une sorte de science du droit, une connaissance scientifique du droit, qui est en fait une interprétation. C'est l'interprétation du droit du travail. C'est que le droit du travail, en vérité, est étroitement lié aux rapports sociaux de production, capital, travail, salarié, dans la théorie marxienne. Et le droit du travail n'est pas pour autant réduit au rôle de reflet, pas du tout. Le droit du travail, le droit en général, le droit du travail en particulier, est lu comme un instrument, le terme d'instrument n'est peut-être pas très heureux dans les circonstances, mais enfin quelque chose qui fait une médiation, qui opère effectivement quelque chose dans les rapports de production, qui assure la liberté du travail, la liberté de la vente, de la cession de la force de travail, qui assure donc la liberté contractuelle en matière de contrat de travail, qui assure le pouvoir de l'employeur, qui assure une discipline des travailleurs, qui les protège en même temps. D'où l'idée d'ambivalence. Le terme n'a pas été à l'époque beaucoup employé, mais je me suis rendu compte. L'idée, en gros, c'est que le droit du travail participe à la constitution des rapports de production capital-travail-salarié. Il est opérateur de cette opération. En même temps, il protège effectivement les travailleurs salariés. C'est-à-dire que ce point de vue contrastait avec celui qui, à la même époque, à quelques mois près, avait été rendu public par un philosophe et juriste récemment arraché à ce monde, Bernard Edelman, qui avait travaillé, lui, qui avait prétendu que le droit du travail opérait la légalisation de la classe ouvrière. C'était vraiment le droit bourgeois qui s'adaptait à la classe ouvrière, qui était en vérité un facteur d'aliénation, pour parler vite. Et ce point de vue nous semblait, à nous, gens du courant critique du droit, un peu réducteur. Donc l'idée d'ambivalence, enfin l'expression d'ambivalence est destinée à rendre compte de ça. C'est d'abord un outil de l'organisation des rapports de production. C'est pas un manteau jeté sur, c'est pas un discours jeté sur, c'est à travers donc sa normativité, c'est un quelque chose qui permet à certaines forces de se constituer et de se nouer et d'entrer dans un rapport de domination, mais qui en même temps, effectivement, n'est pas négligeable. Il vaut mieux être dominé avec un système de droit du travail tel que nous le connaissons, de type social-démocrate aujourd'hui,
que être dominé à la pure violence et donc être dans un système de pure exploitation brutale de la force de travail sur un marché du travail. Et ce point de vue, il vaut toujours aujourd'hui avec le droit du travail qui a beaucoup profondément évolué? Je me suis posé à plusieurs reprises la question, évidemment. Je crois que cette analyse vaut toujours, quelles que soient les avancées qu'a pu connaître le droit du travail, parce que cette thèse, elle a été formulée avant les réformes Auroux, avant 81-82. En 81-82, on s'est beaucoup interrogé, on dit, bon, mais qu'est-ce que ça change fondamentalement? Moi, ma conclusion a été que ça ne changeait pas radicalement. Bon, c'était mieux qu'avant, du point de vue qui était le mien, mais ça ne changeait pas radicalement les choses. Et aujourd'hui, je pense qu'après les réformes, enfin, dont nous reparlerons plus loin, on peut tenir la même analyse. La question est de savoir si on est dans un état de choses qui est dépassable ou pas. C'est peut-être sur la possibilité de dépasser cet état de choses que j'en ai rabattu un peu. Et vous, Alain Supiot, votre représentation du droit du travail? Bon, elle s'inscrit dans une représentation du droit en général. Et je pense avec le recul, au fond, ce qui a toujours été au centre de mon intérêt, c'est la dimension anthropologique du droit. C'est-à-dire, c'est cet animal étrange, là, cette espèce de singe dénaturé qui a les pieds sur la terre et puis la tête dans un monde d'images et qui est donc confronté à des problèmes qui ne se posent pas aux espèces animales, qui est d'accorder un monde de représentation mentale avec la dimension biologique, organique de notre vie. Je crois que ça, c'est une question fondamentale qui se pose dans toute civilisation. C'est cette nature bidimensionnelle de l'être humain qui vit donc aussi dans un univers d'images et qui va essayer d'inscrire ces images dans le réel. Et là, le travail est des lieux où on essaie d'inscrire des images dans le réel, qui peut être pour le meilleur ou pour le pire. Ça peut être pour saccager absolument tout, pour embellir. Bon. Donc, le droit, moi, m'a intéressé dans cette perspective. C'est l'un des modes, pas le seul, ni universel, parce que c'est quand même un produit très occidental, qui permet d'essayer d'articuler ce monde des représentations mentales avec le monde réel pour créer des représentations communes. Parce que si chacun s'enferme dans sa propre représentation, ce qui est peut-être une des pentes de la période contemporaine, c'est avec la pulvérisation de la société en monades qui sont jugées souveraines, à ce moment-là, ça peut se terminer que dans la violence. Donc, il faut qu'on partage des représentations communes pour qu'il n'y ait pas de violence. Bon, de façon très brève, je résume, peut-être des choses qui m'ont occupé dans un livre qui s'appelle Homo Juridicus sur la fonction anthropologique du droit, et qui, à mes yeux, on aura peut-être l'occasion de discuter, n'a rien à voir avec la notion de droit naturel, parce que la notion de droit naturel, ça c'est très situé dans une histoire du droit occidental, ça prétend pas. Donc c'est normatif, alors que parler de fonction anthropologique, ça se veut plutôt descriptif. Alors dans ce contexte, le droit du travail s'éclaire différemment, c'est-à-dire que un autre auteur important, je crois pour nous deux, c'est Karl Polanyi, donc, qui est un économiste et historien, qui dit, au fond, le capitalisme se caractérise par rapport à toutes les pratiques de marché qui ont pu exister dans l'histoire, par le fait qu'il traite comme des marchandises trois choses qui ne sont pas des marchandises, qui sont la terre, les ressources naturelles, déjà quand on parle de ressources, d'ailleurs c'est déjà tout un programme, le travail, c'est-à-dire l'être humain, et la monnaie. Il dit ces trois choses-là qui sont indispensables à un fonctionnement économique ne sont pas produits, mais on va faire, le capitalisme va faire comme si c'était des marchandises. Alors dans le cas du travail, je crois qu'on revient au lien avec l'écologie plus tard, mais dans le cas du travail, on va faire comme si le travail était une marchandise. Alors là, on s'aperçoit qu'on est effectivement dans un monde de représentation mentale un peu fantastique, parce que si je vous vends une marchandise, Françoise, je peux la laisser là, m'en aller. Si je travaille pour la semaine sociale, c'est pas possible. Donc,
la distinction entre le sujet du contrat et l'objet est purement fictive. Donc, pour qu'on puisse traiter le travail comme l'objet d'un marché, et c'est devenu la représentation écrasante, puisqu'on ne parle même plus aujourd'hui de réformer le droit du travail, mais de réformer le marché du travail. Donc le paradigme du marché est plus puissant que jamais. Ça repose sur une fiction. La fiction sur laquelle, effectivement, ça serait une marchandise qui serait séparable de celui qui œuvre ou qui peine à sa tâche. Et cette fiction qui va permettre de traiter le travail comme une marchandise n'est pas soutenable, ça a été l'expérience du premier capitalisme, biologiquement, socialement, c'est-à-dire ça a précipité des masses humaines entières dans la misère, dans la maladie, dans les accidents, tout ce qui a été si bien documenté par Engels ou bien par Villermé en France, par tout ce mouvement qui voit émerger la question sociale, parce qu'on a précipité dans le malheur des couches entières de la population arrachées à la campagne. Enfin bon, ça commence en Angleterre avec le mouvement des enclosures, mais on ne va pas aller là-dessus. Et pour que cette fiction soit tenable, parce que oui, un point important, les fictions juridiques, ce n'est pas la même chose que les fictions romanesques. C'est un point sur lequel j'insiste, parce qu'il y a une certaine théorie juridique postmoderne qui prétend que en droit, on peut tout faire, des chimères, inventer des choses qui n'ont aucun rapport avec le réel. Je pense que ce sont des impasses intellectuelles. La fiction juridique, c'est quelque chose qui, justement, rend compatible une certaine représentation mentale du monde avec le réel, qui rend soutenable la fiction. Par exemple, sur l'adoption, même en droit romain, on ne pouvait pas adopter quelqu'un qui était plus vieux que soi. Il fallait un écart générationnel, parce que suffisant pour que la fiction soit tenable. Eh bien, pour que la fiction du travail marchandise soit tenable, il faut prendre en charge les problèmes du temps long de la vie humaine et de sa reproduction sur les générations, pour avoir la fiction d'un travail qui est un objet échangeable sur le temps court des échanges marchands. Et rendre cette fiction tenable, à mon avis, c'est ça l'objet du droit du travail. Alors ça s'est fait par des procédures qui sont très diverses. Il y a une diversité des modèles sociaux qu'il ne faut absolument pas méconnaître. Je crois que là aussi, la globalisation fait penser qu'on pourra avoir ce qui est faux, c'est-à-dire chaque société a sa propre façon d'habiter la fiction. Mais à mes yeux, c'est ça la fonction, de même que la fonction du droit de l'environnement, c'est de rendre soutenable la fiction de la Terre comme une marchandise. Le problème en termes d'évolution, là je sens une évolution, c'est que depuis le retournement qu'on dit néolibéral, qui est une expression qui n'est pas très satisfaisante, mais enfin tout le monde comprend de ce dont il s'agit, l'économie standard s'est remis à prendre des fictions pour des réalités. Et ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire à penser que, par exemple, moins il y a d'étais juridiques possibles, mieux c'est. Et donc, on s'est lancé dans un mouvement de déconstruction. Le droit du travail n'est pas le seul de ces étais. Le droit de la sécurité sociale joue un rôle très important, bien entendu, puisqu'il assure sur la santé, la vieillesse, enfin bon... Et donc on vit une époque où on prend des fictions pour des réalités, et ce qui conduit nécessairement à des résultats catastrophiques socialement et écologiquement. Ce qui veut dire qu'en réalité, ça rejoint beaucoup tout ce que vient d'exprimer Antoine, c'est-à-dire sur l'ambivalence, c'est-à-dire sur le fait que c'est un opérateur qui permet au capitalisme de fonctionner. Là, j'en suis tout à fait d'accord, mais sa fonction est quand même une fonction de rappel au réel, et si on l'oublie, ça ne va pas bien, quoi. On doit en payer le prix d'une façon ou d'une autre.